M. de Valmont a forcé sa lavandière à laver son linge dans une mare croupie infestée par des parias pour économiser l'eau propre de son domaine. Il ignorait que chaque fibre de ses draps de soie s'imprégnait du mal qui rongeait les lépreux du ravin, transformant son lit de luxe en un piège mortel. Le châtiment est arrivé quand sa propre peau a commencé à se détacher par lambeaux devant ses invités, révélant au monde entier la pourriture de son âme. Ce que cet homme arrogant n'avait pas prévu, c'est que le mépris a une odeur, et cette odeur allait finir par le consumer totalement. Nous sommes en 1788, sur l'île de la Martinique. Le soleil écrase les plantations de canne à sucre, mais à l'habitation Valmont, l'air semble plus lourd qu'ailleurs. De loin, la demeure en impose avec ses grandes colonnes blanches et ses jardins taillés au cordeau. Mais quand on s'approche, quand on regarde de plus près les fissures sur les murs et qu'on écoute le silence pesant des esclaves, on comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Monsieur de Valmont, le maître des lieux, est un homme dont la noblesse n'est plus qu'une façade. Ruiné par le jeu et des investissements foireux, il cache ses dettes derrière une cruauté sans limite. Pour lui, chaque goutte d'eau, chaque morceau de pain est une dépense qu'il ne peut plus se permettre. Regardez bien cette femme qui marche vers la buanderie, les seaux vides à la main. C'est Adèle. Elle a 35 ans, mais ses mains en paraissent 60. Ses paumes sont durcies par la soude, brûlées par des années de travail, acharnées à frotter le linge des autres. Adèle ne parle pas beaucoup. Elle observe. Elle a une mémoire de fer pour les détails techniques, pour la façon dont le savon réagit à la chaleur, ou pour la manière dont une tache de sang doit être traitée. Mais ce qu'Adèle garde au fond d'elle, c'est une blessure que même le temps ne pourra pas refermer. Il y a 10 ans, Valmont lui avait signé une promesse, un papier officiel, avec un sceau de cire qui stipulait que son fils unique serait affranchi à ses 18 ans. C'était le seul espoir d'Adèle, la seule raison pour laquelle elle acceptait de courber l'échine sous les insultes. Mais Valmont n'a pas de parole. Il y a quelques mois, acculé par des créanciers qui menaçaient de saisir ses terres, il a vendu le fils d'Adèle à un marchand de passage. Il l'a vendu pour une poignée de pièces d'or, pour éponger une dette de jeu contractée dans un salon de Saint-Pierre. Sans un regard, sans une excuse, pour lui ce n'était qu'une transaction comptable. Pour Adèle, c'était la fin du monde. Depuis ce jour, un calme glacial s'est emparé de la lavandière. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié. Elle a continué à laver les chemises de l'homme qui avait brisé sa vie. Mais l'occasion de la vengeance allait se présenter d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Le problème de Valmont, c'était l'eau. Le puits principal de l'habitation était bouché par la vase et les racines. Le curage coûtait cher et Valmont refusait de payer des ouvriers spécialisés pour faire le travail. Il préférait garder l'eau propre du petit réservoir pour sa consommation personnelle et celle de ses rares invités. C'est là qu'il a pris la décision qui allait causer sa perte. Un matin, il a fait venir Adèle sur la véranda. Il transpirait déjà malgré la fraîcheur de l'aube, ses yeux fuyants trahissant sa paranoïa constante. Il lui a ordonné, d'un ton sec, de ne plus utiliser l'eau du réservoir pour la lessive. « Va chercher l'eau en bas de la propriété », lui a-t-il dit. Adèle a levé les yeux. En bas de la propriété, c'était le ravin, un endroit sombre, humide, où le soleil ne pénétrait jamais. Un endroit que tout le monde fuyait, car c'était là que se cachaient les parias, ceux que la société avait rejetés parce que leur corps tombait en ruine. C'était le ravin des lépreux. L'eau qui y stagnait était une soupe épaisse chargée de miasmes et de débris. Adèle savait ce qu'il y avait dans cette eau. Tout le monde le savait. Mais Valmont, dans son arrogance, pensait que le savon et le soleil suffiraient à tout nettoyer. Il pensait que le linge de soie, une fois séché, ne garderait aucune trace de sa provenance. Il se trompait lourdement. Adèle a pris son seau en fer blanc, un vieux seau cabossé marqué d'une entaille profonde sur le bord, et elle s'est mise en route. Elle ne portait pas de gants. Pourquoi ne portait-elle pas de gants? C'est ce que Bastien, le vieux cocher, s'est demandé en la voyant passer. Bastien connaissait les secrets de la maison. Il savait que Valmont falsifiait ses registres pour tromper les huissiers. Il savait que la fin était proche pour l'habitation, mais ce qu'il a vu ce jour-là au bord du ravin l'a glacé jusqu'aux os. Adèle était là, agenouillée dans la boue, remplissant ses seaux avec cette eau croupie. Elle ne tremblait pas. Elle semblait même le faire avec une précision chirurgicale. Elle ramenait cette eau à la buanderie et y plongeait les draps de lit de Valmont, ses chemises les plus fines, ses mouchoirs de poche. Elle frottait encore et encore,
faisant pénétrer l'eau du ravin au plus profond des fibres de soie et de lin. Dans l'ombre de la buanderie, la vapeur montait des cuves de cuivre. Adèle savait que la chaleur aidait le mal à se fixer. Elle utilisait les méthodes qu'on lui avait apprises, mais en inversant le but recherché. Au lieu de purifier, elle contaminait. Chaque geste était calculé. Chaque mouvement de ses mains durcies était une sentence de mort. Pendant ce temps, M. de Valmont continuait sa vie de faux semblant. Il attendait la visite de Madame de Saint-Avit, sa principale créancière. Une femme redoutable qui observait chaque signe de faiblesse, prête à racheter l'habitation pour une bouchée de pain dès que Valmont ferait un faux pas. Il devait l'impressionner, lui montrer qu'il menait toujours grand train. Il exigeait que ses draps soient plus blancs que jamais, que ses vestes brillent sous les lustres de la salle à manger. Il ignorait que le mal était déjà entré dans sa chambre. Il ignorait que chaque nuit, lorsqu'il se glissait entre ses draps de soie fraîchement lavés, des milliers de particules invisibles s'accrochaient à sa peau. La contamination était lente, silencieuse. Le premier signe a été une simple démangeaison, une brûlure nocturne, légère au début, qu'il a attribuée à une piqûre d'insecte ou à la chaleur étouffante de la saison. Mais quelques jours plus tard, en se rasant, il a remarqué une petite tache rosée sur son cou, une tache qui ne partait pas, même en frottant fort. C'est à ce moment-là que l'ambiance à l'habitation a commencé à changer. Le chien de la maison, un grand mâtin qui d'ordinaire ne quittait pas les talons du maître, refusait désormais d'entrer dans la chambre de Valmont. Il restait sur le seuil, les oreilles basses, grognant sourdement vers le lit. Valmont, irrité, a frappé l'animal, mais rien n'y faisait. Les bêtes sentent ce que les hommes refusent de voir. Un soir, alors qu'Adèle rangeait le linge propre dans l'armoire du maître, Valmont est entré brusquement. Il était furieux, la mine défaite. « Qu'est-ce que tu as mis dans mes draps » a-t-il hurlé. « Ça me brûle. Tu as glissé des orties dedans, n'est-ce pas » Adèle n'a pas scié. Elle l'a regardé fixement, un regard si froid que Valmont en a eu un frisson. « Je ne fais que suivre vos ordres, monsieur » a-t-elle répondu d'une voix monocorde. « C'est l'eau du bas de la propriété. Elle est très particulière. » Valmont a menacé de la marquer au fer rouge si les démangeaisons ne s'arrêtaient pas. Il était convaincu qu'elle essayait de l'empoisonner. Mais comment aurait-elle pu? Elle ne touchait pas à sa nourriture. Elle ne faisait que sa lessive. Il ne pouvait pas imaginer qu'un simple seau d'eau puisse devenir une arme de destruction massive. Le lendemain, Bastien le cocher a remarqué quelque chose d'étrange près du ravin. Il a trouvé le seau marqué d'Adèle posé sur une pierre, mais ce qui l'a intrigué, c'est ce qu'il y avait à côté. Des morceaux de vieux pansements, des restes de tissus que les lépreux utilisaient pour couvrir leurs plaies. Il a compris à ce moment-là ce qu'Adèle était en train de faire. Il a compris, mais il n'a rien dit. Lui aussi avait vu trop de cruauté de la part de Valmont. Lui aussi se souvenait du fils d'Adèle emmené enchaîné sur un bateau. L'escalade ne faisait que commencer. Les taches sur le corps de Valmont se multipliaient. Elles n'étaient plus seulement roses, elles devenaient sombres, insensibles au toucher. Il a commencé à transpirer de manière excessive, même le soir quand la brise de mer se levait. Il s'enfermait dans son bureau, buvant plus que de raison pour oublier la douleur sourde qui commençait à irradier dans ses membres. Mais il ne pouvait pas s'isoler éternellement. La réception annuelle approchait. C'était l'événement où tous les notables de l'île se réunissaient. C'était là que se jouait son avenir financier. Madame de Saint-Avit serait présente, tout comme le docteur Lefebvre, un homme de science rigoureux qui ne laissait rien passer. Valmont a ordonné à Adèle de préparer ses plus beaux habits. Il voulait une tenue impeccable. Adèle a acquiescé. Elle a pris la veste de soie bleue, celle que Valmont préférait, et elle est retournée au ravin. Cette fois, elle est allée plus loin dans l'eau croupie, là où les sédiments étaient les plus épais. Elle a laissé tremper la veste toute la nuit dans un mélange de soude et d'eau infectée. Le secret d'Adèle était en sécurité, du moins le pensait-elle. Mais elle avait besoin d'une preuve. Une preuve que c'était bien Valmont qui avait ordonné ce crime contre lui-même. Elle savait que le maître tenait un registre de la buanderie, un petit carnet où il notait chaque dépense, chaque ordre donné pour l'entretien de la maison. Elle devait mettre la main sur ce carnet avant que Valmont ne comprenne ce qui lui arrivait et n'essaie de le détruire. Une nuit, alors que Valmont dormait d'un sommeil agité par la fièvre, Adèle s'est glissée dans son bureau. L'odeur dans la pièce était déjà suspecte, une odeur de renfermé mêlée à quelque chose de plus âcre, de plus organique.
Elle a fouillé les tiroirs en silence. C'est là qu'elle l'a trouvé, le registre. Elle l'a ouvert à la page datée du mois dernier. Et là, en toutes lettres, de la main de Valmont, elle a lu l'ordre. À compter de ce jour, l'eau de lessive sera puisée au bas de la propriété. Défense d'utiliser le réservoir sous peine de fouet. Adèle a glissé le registre sous son tablier. Elle avait maintenant l'arme qui allait achever l'arrogant propriétaire. Mais elle devait attendre le moment où la vérité éclaterait aux yeux de tous, là où il ne pourrait plus se cacher derrière ses mensonges et son argent. Le jour de la réception est enfin arrivé. La maison a été décorée avec une opulence désespérée. Les bougies brûlaient par centaines, les fleurs tropicales tentèrent de masquer l'odeur de pourriture qui commençait à émaner des étages supérieurs. Valmont est apparu en haut du grand escalier, vêtu de sa veste bleue. De loin, il avait l'air d'un grand seigneur, mais quand il a descendu les marches, certains invités ont remarqué qu'il marchait avec une étrange raideur. Sa peau semblait trop serrée sur son visage et ses mains gantées de blanc tremblèrent légèrement. Adèle, debout dans l'ombre du couloir, observait la scène. Elle savait que le compte à rebours avait commencé. Le venin qu'elle avait patiemment infusé dans chaque fibre de ses vêtements était en train de faire son œuvre. Ce que Valmont ignorait, c'est que ce soir-là, devant la crème de la société martiniquaise, sa propre chair allait commencer à raconter l'histoire de sa cruauté. Le docteur Lefebvre, assis à la table d'honneur, observait Valmont avec une attention croissante. Il avait remarqué la sueur qui perlait sur le front du maître, et surtout, cette odeur que les fleurs ne parvenaient plus à cacher. Une odeur qu'il ne connaissait que trop bien pour avoir soigné les marins dans les colonies. Soudain, au milieu d'un toast porté à la prospérité de l'habitation, un bruit sec a retenti. Un silence de mort est tombé sur la salle à manger. Une bague, un imposant anneau d'or que Valmont portait à la main droite, venait de tomber sur le parquet. Elle n'avait pas glissé. Elle était tombée parce que le doigt de Valmont avait tellement gonflé que la peau s'était craquelée, laissant l'anneau s'échapper. Valmont a tenté de ramasser la bague, mais son bras a heurté le bord de la table. Un cri strident a alors déchiré l'air. C'était une invitée assise juste à côté de lui. Elle fixait avec horreur l'épaule de la veste de Valmont. Une tache sombre, humide, était en train de traverser la soie bleue. Une tache qui s'agrandissait à vue d'œil, dégageant une puanteur insoutenable. Le masque était en train de tomber. La justice d'Adèle, cette justice lente et silencieuse puisée dans l'eau du ravin, était enfin prête à être rendue. Mais comment Valmont allait-il tenter de s'en sortir? Et surtout, qu'allait devenir le registre qu'Adèle gardait précieusement contre son cœur? Le silence dans la salle à manger était plus coupant qu'un rasoir. Monsieur de Valmont restait figé, le bras à demi levé, alors que la tache sombre sur sa veste de soie bleue s'élargissait comme une insulte. Ce n'était pas du vin, ce n'était pas de la sauce. C'était un liquide jaunâtre, épais, qui exhalait une odeur de viande oubliée au soleil. Les invités, la fourchette en l'air, fixaient cette éruption de pourriture qui venait de briser le vernis de la soirée. Madame de Saint-Avit, les narines frémissantes, recula sa chaise avec un crissement strident. Elle n'avait pas besoin de mots pour exprimer son dégoût. Son regard d'acier disait tout. Le prestige des Valmont venait de s'effondrer en une seconde. Mais ce que personne ne savait dans cette pièce, c'est que ce n'était que le début de l'agonie. Valmont, dans un sursaut d'orgueil désespéré, tenta de rire. Un rire sec sans joie, qui ressemblait à un râle. Il balbutia une excuse stupide, parlant d'une vieille blessure de chasse qui s'était rouverte, d'un pansement mal ajusté. Il fit signe aux esclaves de servir plus de vin, espérant noyer l'évidence dans l'alcool. Mais le mal était fait. Le docteur Lefebvre, lui, ne quittait pas l'épaule du maître des yeux. Il avait reconnu cette exsudation. Il avait reconnu cette teinte particulière du liquide purulent qui s'écoulait de la chair morte. Le dîner s'est terminé dans une précipitation indécente. Les invités sont partis sans demander leur reste, fuyant la demeure comme si elle était hantée par la peste. Seul le docteur Lefebvre resta en arrière, officiellement pour aider son hôte, officieusement pour confirmer ses soupçons. Valmont, une fois seul avec le médecin, s'effondra dans son fauteuil. La douleur, qu'il avait contenue par pure volonté pendant des heures, l'assaillait désormais comme une meute de chiens enragés. Sa veste était collée à sa peau. Chaque mouvement était un supplice. Pendant ce temps, dans la pénombre de la buanderie, Adèle écoutait le tumulte de la maison qui se vidait. Elle n'éprouvait aucune joie, seulement une satisfaction froide, mathématique.
Elle savait que le processus était irréversible. Elle frottait encore un dernier linge, une serviette de toilette que Valmont utiliserait le lendemain. Elle plongea la serviette dans l'eau du seau en fer blanc, celui avec l'entaille profonde. Le seau était caché derrière une pile de bois, loin des regards curieux. Pourquoi Adèle prenait-elle encore ce risque? Parce que le venin devait continuer de couler. Chaque contact entre la peau de Valmont et le tissu infecté était une signature sur son arrêt de mort. Mais un nouvel obstacle se dressait devant elle. Valmont, dans son agonie et sa paranoïa, commençait à chercher un coupable. Il ne pouvait pas accepter que son propre corps le trahisse. Il lui fallait un poison, un sortilège, une main humaine derrière sa déchéance. Sa première pensée, bien sûr, fut Adèle. Il se souvenait de son regard de glace quand il lui avait annoncé la vente de son fils. Il se souvenait de son calme surnaturel. Le lendemain matin, la maison s'éveilla dans une atmosphère de siège. Valmont, incapable de se lever, hurlait ses ordres depuis son lit. Il fit appeler Bastien, le cocher. Il voulait savoir ce qu'Adèle faisait à la buanderie. Il voulait savoir si elle utilisait des herbes étranges, si elle préparait des décoctions suspectes. Bastien, tremblant de peur mais fidèle à la solidarité du silence, jura qu'il ne voyait rien d'autre que du savon et de la soude. Mais Valmont ne le crut pas. Il ordonna qu'on fouille la buanderie de fond en comble. Repérez bien ce moment, car c'est là que tout a failli basculer. Les gardes de la propriété, des hommes brutaux payés pour maintenir l'ordre, ont renversé les cuves, déchiré les draps, cassé les étagères. Ils cherchaient des racines, des fioles, n'importe quelle preuve de sorcellerie ou d'empoisonnement. Adèle regardait le chaos sans bouger. Son cœur battait lourdement contre ses côtes, car elle savait que le registre de Valmont, celui où il avait signé l'ordre d'utiliser l'eau du ravin, était caché juste sous leurs pieds, sous une planche lâche du plancher. Si les gardes trouvaient ce registre, Adèle était perdue. Mais ils cherchèrent du poison, pas de la paperasse. Ils ont piétiné la planche sans la remarquer. Ils ont fini par partir, bredouille, laissant la buanderie dévastée. Adèle attendit qu'il soit loin pour s'agenouiller et vérifier que le carnet était toujours là. Elle le serra contre elle. Ce papier était plus précieux que de l'or. C'était sa vie et celle de son fils, qui étaient gravées dans ces lignes de comptabilité cynique. Pendant ce temps, dans la chambre du maître, le docteur Lefebvre procédait à un examen que Valmont ne pouvait plus refuser. Le médecin retira la chemise de soie avec une précaution infinie, mais le tissu était déjà soudé à la chair par les croûtes de pus. Valmont gémissait, une plainte animale qui n'avait plus rien de noble. Quand la poitrine fut enfin dénudée, Lefebvre recula d'un pas, son visage devenant livide. Les lésions n'étaient plus seulement sur l'épaule, elles couvraient le dos, les bras, et commençaient à apparaître sur les flancs. C'étaient des taches cuivrées, entourées de zones où la peau semblait morte, sans aucune sensibilité. Lefebvre sortit une aiguille de sa sacoche. Sans prévenir, il la planta profondément dans l'une des taches sur le bras de Valmont. Valmont ne broncha pas. Il ne sentit rien. Le verdict tomba dans la chambre comme un couperet. « C'est la lèpre, Valmont !» Le maître resta muet. Le mot flottait dans l'air, lourd de toutes les terreurs de l'époque. La lèpre, la maladie des parias, celle qui vous transforme en mort-vivant, qui vous exclut de l'humanité, qui vous condamne à l'exil dans les ravins sombres. « C'est impossible, » murmura Valmont. « Je ne fréquente pas ces gens. Je n'approche jamais le bas de la propriété. » Le médecin fronça les sourcils. Il savait que la contagion demandait un contact prolongé ou répété. « L'infection est partout sur vous, » dit-il d'une voix sèche, comme si vous aviez dormi dans la maladie, comme si votre lit lui-même était infesté. C'est à ce moment précis que Valmont réalisa l'ampleur de son erreur. Il se souvint de son ordre. Il se souvint de l'eau du ravin des lépreux qu'il avait imposée pour économiser quelques francs de curage. Une sueur froide coula sur son front. Il ne pouvait pas dire la vérité au docteur. S'il avouait qu'il avait ordonné d'utiliser cette eau, il passerait pour un fou, un criminel qui avait attiré le mal sur sa propre maison par pure avarice. Il préféra se taire, mais dans son esprit une image s'imposa. Adèle. Il comprit que la lavandière n'avait pas eu besoin de poison. Elle n'avait eu qu'à obéir. Elle avait utilisé l'arme qu'il lui avait lui-même mise entre les mains. La rage le submergea, une rage impuissante qui le fit trembler de tous ses membres. Il voulut appeler ses gardes, ordonner qu'on pende Adèle immédiatement. Mais Lefebvre l'arrêta. « Si vous faites du bruit, si vous créez un scandale,
L'île entière saura ce que vous avez. Les autorités viendront brûler vos meubles, vos draps, et peut-être même votre maison. Vous serez emmené de force au lazaret. » Valmont se tut. Il était prisonnier de son propre secret. Il était enfermé dans une cage de soie infectée. Mais le problème, c'est que la rumeur courait déjà dans les cuisines et les champs. Les esclaves n'étaient pas dupes. Ils voyaient le médecin rester des heures. Ils sentaient l'odeur de vinaigre et de soufre que l'on brûlait dans la chambre pour masquer la putréfaction. Bastien, le cocher, commença à parler à voix basse aux autres. Il leur raconta ce qu'il avait vu au bord du ravin. Adèle et son seau marqués d'une entaille. La tension montait d'heure en heure. Les créanciers, menés par Madame de Saint-Avite, commençaient à encercler la propriété comme des vautours. Ils sentaient la faim de Valmont. Ils voulaient leur terre, leur argent. Ils se moquaient bien de la santé de l'homme tant qu'ils pouvaient récupérer leurs billes. Adèle, elle, préparait la suite. Elle savait que le temps lui était compté. Valmont finirait par craquer, ou le médecin finirait par parler. Elle alla trouver Bastien un soir derrière les écuries. L'air était chargé d'humidité et les grenouilles faisaient un vacarme assourdissant. « Bastien, dit-elle d'une voix basse mais ferme, le moment arrive. Quand la maison tombera, il ne faudra pas être là. Tu as vu les papiers ?» Bastien hocha la tête. Il savait qu'Adèle détenait quelque chose de puissant. « Il va te tuer s'il trouve le carnet, Adèle. Il n'a plus rien à perdre. »« Il ne le trouvera pas, répondit-elle. Mais j'ai besoin que tu fasses passer un message au marchand de Saint-Pierre, celui qui a acheté mon fils. Dis-lui que j'ai des informations sur les dettes cachées de Valmont. Des informations qui valent plus cher que le prix d'un enfant. » C'était son plan. Utiliser les preuves de la faillite frauduleuse de Valmont pour racheter la liberté de son fils. Elle ne cherchait pas seulement la vengeance, elle cherchait la vie. Mais pour que cela fonctionne, elle devait garder le contrôle de la situation. Elle devait s'assurer que Valmont ne puisse pas détruire les registres de comptabilité qu'il cachait dans son coffre-fort, ceux qui prouvaient qu'il était ruiné bien avant d'avoir vendu son fils. Seulement voilà, Valmont n'était pas encore mort, et dans son agonie, il retrouva une force maléfique. Il se fit apporter du laudanum pour calmer la douleur, et dans un état de lucidité fiévreuse, il commença à brûler ses papiers personnels. Il voulait effacer les traces de ses dettes, de ses trahisons, de ses ordres criminels. Un soir, alors qu'une pluie torrentielle s'abattait sur la Martinique, Adèle vit de la fumée s'échapper de la cheminée du bureau de Valmont. Ce n'était pas l'heure du feu. Elle comprit immédiatement. Il était en train de détruire les preuves. Elle courut vers la maison principale, bravant l'interdiction d'y entrer à cette heure. Elle arriva devant la porte du bureau. C'était fermé à clé. De l'autre côté, elle entendait le crépitement des flammes et le rire fou de Valmont. « Tu n'auras rien, lavandière, rien du tout !» criait-il. Il avait deviné qu'elle cherchait à le ruiner totalement. Adèle ne perdit pas une seconde. Elle savait qu'il y avait une autre entrée par la véranda. Elle fit le tour sous la pluie battante, ses pieds glissant dans la boue. Elle brisa la vitre d'une porte-fenêtre avec son seau en fer blanc. Le bruit du verre cassé se perdit dans un coup de tonnerre. Elle entra dans la pièce. L'air était saturé de fumée noire. Valmont était à genoux devant la cheminée, ses mains couvertes de bandages ensanglantés, jetant des liasses de papier dans le foyer. Il se retourna vers elle, son visage n'étant plus qu'un masque de haine et de maladie. Ses sourcils étaient tombés, ses traits s'étaient épaissis. Il ne ressemblait plus à un homme. « Sors d'ici !» hurla-t-il en essayant de se lever. Mais ses jambes ne le portaient plus. Il retomba lourdement. Adèle s'approcha du bureau. Le coffre-fort était ouvert. Il restait encore quelques registres sur la table. Elle les saisit, ignorant les cris de l'homme au sol. Mais alors qu'elle s'apprêtait à fuir, Valmont attrapa le bas de sa robe avec sa main valide. Sa poigne était étonnamment forte, une force de désespéré. « Tu vas brûler avec moi » siffla-t-il. À ce moment-là, une lampe à huile posée sur le bord de la table se renversa dans la lutte. Le liquide inflammable se répandit instantanément sur les tapis et les papiers qui jonchaient le sol. En quelques secondes, le bureau fut transformé en un brasier. L'incendie se propageait avec une vitesse terrifiante. Les boiseries anciennes, sèches malgré l'humidité ambiante, s'enflammaient comme de la paille. Adèle se débattait, mais Valmont ne lâchait pas prise. Il riait, un rire de damné, alors que les flammes commençaient à lécher ses propres vêtements. Il ne sentait plus la brûlure. Sa peau était morte, ses nerfs étaient détruits par la lèpre.
Regarde, Adèle, regarde la fin de ton espoir, criait-il dans le fracas du feu. Mais Adèle n'était pas femme à se laisser abattre. Elle utilisa le seau en fer blanc qu'elle tenait encore à la main. Elle frappa de toutes ses forces sur le bras de Valmont. Le choc fut brutal. Sous l'impact, l'os affaibli par la maladie se brisa net. Valmont poussa un cri déchirant et lâcha enfin prise. Adèle ne regarda pas en arrière. Elle serra les registres contre sa poitrine et s'élança vers la fenêtre brisée. Elle sauta dans le jardin juste au moment où une partie du plafond du bureau s'effondrait dans un déluge d'étincelles. Elle était dehors, sous la pluie, haletante, couverte de suie mais vivante. Et elle avait les preuves. Elle avait les noms des créanciers, les montants des dettes et la preuve de la vente illégale de son fils. Cependant, le feu ne s'arrêtait pas. Il dévorait l'aile de la maison principale. Les cris d'alerte commençaient à retentir dans toute l'habitation. Les esclaves sortirent de leurs cases, les gardes couraient avec des seaux d'eau, mais c'était trop tard. Le vent de la tempête attisait les flammes. Le docteur Lefebvre arriva en courant, sa veste sur les épaules. Il vit Adèle debout sous la pluie, immobile devant le brasier. « Où est Valmont » cria-t-il. Adèle ne répondit pas. Elle se contenta de désigner du doigt la pièce en feu. Lefebvre comprit qu'il ne pouvait plus rien faire. Il regarda Adèle, puis il remarqua les livres de comptes qu'elle tenait. Il vit aussi le seau en fer blanc à ses pieds, marqué de cette entaille profonde qu'il avait déjà remarquée. Il fit le lien. Il comprit que cette femme était bien plus qu'une simple lavandière. Elle était le témoin et l'artisan d'un désastre qui dépassait l'entendement. Mais le plus grand danger pour Adèle n'était pas le feu. C'était ce qui allait sortir des décombres. Car si Valmont mourait dans l'incendie, elle serait accusée de meurtre. S'il survivait, il la ferait supplicier. Et au milieu de ce chaos, Madame de Saint-Avit arrivait au galop dans la cour, suivie de ses propres hommes d'armes. Elle ne venait pas pour sauver Valmont. Elle venait pour s'emparer de ce qui restait. La confrontation finale se préparait sous l'orage. Le secret de l'eau du ravin allait-il périr dans les flammes, ou Adèle réussirait-elle à s'en servir pour gagner sa liberté? Le destin du fils d'Adèle était suspendu à ces quelques pages noircies par la fumée. Et le prix à payer pour la vérité allait être bien plus lourd que ce que quiconque avait imaginé. La pluie a fini par éteindre les flammes, mais elle n'a pas pu laver l'odeur de la chair brûlée et du secret qui empestait l'air de l'habitation. Monsieur de Valmont a survécu à l'incendie, mais ce qui est sorti de ce bureau en cendres n'était plus un homme, c'était un tas de plaies hurlantes, enveloppées dans de la soie calcinée. Ce que les gardes ont trouvé en le tirant des décombres allait changer le destin de la plantation pour toujours. Le châtiment ne faisait que commencer, et cette fois, il n'y aurait aucun endroit où se cacher, car le mal était désormais visible aux yeux de tous. Au lever du jour, l'habitation Valmont ne ressemblait plus à ce domaine prestigieux qui faisait autrefois l'envie de la colonie. L'aile droite de la maison n'était qu'une carcasse noire fumante. Valmont avait été installé dans une tente de fortune, dressée à la hâte au milieu de la pelouse, car le docteur Lefebvre avait formellement interdit qu'on le transporte dans les chambres épargnées par le feu. Le médecin craignait la contagion, et il avait raison. À la lueur crue du matin, l'état du maître était épouvantable. La chaleur de l'incendie avait fait éclater les nodules de la lèpre, et son corps n'était plus qu'une plaie béante. Madame de Saint-Avit, elle, n'avait pas perdu de temps. Elle se tenait debout près de la tente, un mouchoir imbibé de vinaigre pressé contre son nez, regardant les esclaves déblayer les gravats. Elle ne cherchait pas de survivants. Elle cherchait ses titres de propriété, ses reconnaissances de dette. Elle savait que Valmont était fini. Ce qu'elle voulait, c'était s'assurer que personne d'autre ne puisse contester son rachat de la propriété. Le problème, c'est que les coffres étaient vides. Les registres avaient disparu. Mais où était Adèle? C'était la question qui brûlait toutes les lèvres. Personne ne l'avait vue depuis que le toit du bureau s'était effondré. Certains disaient qu'elle était restée à l'intérieur, que les flammes l'avaient emportée avec les papiers du maître. D'autres, comme Bastien le cocher, gardaient un silence obstiné, les yeux fixés sur la lisière de la forêt. Bastien savait quelque chose, mais il savait aussi que parler, c'était signer son propre arrêt de mort. Pendant que les gardes fouillaient les décombres, Adèle était déjà loin. Elle s'était réfugiée là où personne n'oserait venir la chercher, au cœur même du ravin des lépreux. Dans cette zone d'ombre et d'humidité, elle était en sécurité. Les parias, ceux que Valmont méprisait tant, l'avaient accueillie sans poser de questions.
Il voyait en elle une sœur de souffrance, une femme qui avait utilisé leur propre malheur pour briser leur bourreau. Adèle était assise sur une souche, à l'abri d'une roche surplombante. Elle avait réussi à sauver 3 registres. Ses mains étaient noires de suie, et ses ongles saignaient, mais elle ne sentait rien. Elle ouvrit le premier carnet, celui qu'elle avait arraché au bureau en feu. Ce qu'elle y découvrit la fit frissonner de rage. Ce n'était pas seulement une liste de dettes, c'était un registre de trahison. Valmont n'avait pas vendu son fils pour payer une dette de jeu urgente. Il l'avait vendu alors qu'une offre de rachat plus clémente lui avait été faite par un voisin. Il avait choisi de vendre l'enfant à un marchand qui partait pour les colonies du Sud, pour s'assurer qu'Adèle ne le reverrait jamais. C'était un acte de pure méchanceté gratuite, un châtiment pour avoir osé lui rappeler sa promesse d'affranchissement. Adèle serra les dents. Elle sentit une chaleur brûlante monter dans sa poitrine. Ce n'était plus de la tristesse, c'était une détermination glaciale. Elle feuilleta les pages suivantes et s'arrêta sur un nom, celui du marchand. Elle avait désormais une destination. Mais comment sortir de l'île? Comment échapper à la traque qui s'organisait? Le problème, c'est que le docteur Lefebvre commençait à assembler les pièces du puzzle. Dans la buanderie dévastée, il avait retrouvé le seau en fer blanc. Il l'avait examiné avec sa loupe de naturaliste. Au fond du seau, il y avait un dépôt verdâtre, une pellicule organique qu'il avait déjà vue dans les eaux stagnantes du ravin. Il comprit alors le lien entre la lavandière, le seau et l'infection foudroyante de Valmont. Ce n'était pas un empoisonnement chimique, c'était une culture biologique. Il était fasciné et horrifié par l'intelligence macabre du procédé. Lefebvre sortit de la buanderie et croisa Madame de Saint-Avit. « Vous cherchez les registres, n'est-ce pas ?» lui dit-il avec une pointe de mépris. « Vous feriez mieux de chercher la lavandière. Elle détient bien plus que vos papiers. Elle détient la preuve que Valmont a lui-même introduit la lèpre sur ce domaine par sa propre négligence. » Madame de Saint-Avit s'arrêta net. Elle comprit immédiatement le danger. Si la nouvelle s'ébruitait que la terre était contaminée par la lèpre, la valeur de l'habitation tomberait à 0. Elle ne pourrait rien revendre. Elle ne pourrait plus rien produire. « Retrouvez-la », ordonna-t-elle à son chef de sécurité, « et assurez-vous que ce qu'elle transporte disparaisse, définitivement. » La chasse à l'homme était lancée. Les chiens furent lâchés dans les bois, leurs aboiements lugubres résonnant dans toute la vallée. Adèle les entendait. Elle savait qu'il finirait par trouver sa trace. Elle ne pouvait pas rester indéfiniment avec les lépreux. Elle devait bouger. Mais elle avait besoin d'un allié. Elle retourna vers les abords de la plantation à la faveur de la nuit. Elle se glissa derrière les écuries et attendit que Bastien sorte pour la dernière ronde. Quand il passa près de sa cachette, elle le saisit par la manche. L'homme sursauta prêt à crier, mais il reconnut le visage d'Adèle. « Tu es folle de revenir ici », chuchota Bastien. « Ils ont des fusils. Ils vont te tuer. »« Ils ne me tueront pas tant qu'ils n'auront pas ce que j'ai, » répondit Adèle en montrant les registres. « Bastien, j'ai besoin que tu m'aides à atteindre le port. Il y a un navire qui part pour la Grenade demain à l'aube. C'est là que mon fils a été emmené. » Bastien hésita. Il risquait le fouet, la marque ou pire. Mais il regarda Adèle, cette femme qui avait affronté le monstre et qui en était ressortie avec les preuves de ses crimes. Il pensa à ses propres enfants, vendus des années plus tôt, et à l'impuissance qu'il avait ressentie. « Le cabriolet de Madame de Saint-Avit est prêt pour son départ demain matin, » dit-il enfin. « Elle part avant le jour pour éviter la chaleur. Si je cache les registres sous le double fond du siège, et si tu arrives à te glisser dans la charrette de foin qui part pour le marché du port, on a une chance. » Mais le plan était risqué. Le docteur Lefebvre rôdait toujours. Il ne cherchait pas l'argent. Il cherchait la vérité scientifique. Il voulait comprendre comment une simple lavandière avait pu manipuler un mal aussi complexe. Il suspectait Adèle d'avoir reçu l'aide de quelqu'un à l'intérieur de la maison. Il commença à interroger les esclaves un par un, exerçant une pression psychologique que beaucoup ne pouvaient en supporter. Pendant ce temps, sous la tente, Valmont vivait ses dernières heures de conscience. La douleur était telle que même le laudanum ne faisait plus effet. Ses yeux étaient vitreux, mais quand il entendit le nom d'Adèle prononcé par un garde à l'extérieur, il eut un sursaut de lucidité haineuse. Il fit signe au garde d'approcher. Sa voix n'était plus qu'un sifflement inaudible. « Le registre, » murmura-t-il, « le registre de la buanderie. Il n'est pas dans le bureau. Elle l'a pris. »
Valmont savait que si ce registre tombait entre les mains des autorités coloniales, il serait accusé d'avoir sciemment mis en danger la santé publique pour économiser de l'argent. C'était un crime grave, passible de la confiscation totale de ses biens au profit de la couronne. Même mort, il voulait gagner. Il voulait que ce registre soit détruit, pour que son nom, au moins, ne soit pas traîné dans la boue de la lèpre. Le tournant de cette nuit-là se produisit quand le garde, avide d'une récompense, alla répéter les paroles de Valmont à Madame de Saint-Avit. Elle comprit alors que le carnet n'était pas un simple outil de vengeance pour Adèle, mais une arme juridique qui pouvait lui arracher l'habitation des mains. Si la couronne saisissait les terres, elle perdait tout. « Trouvez cette femme avant l'aube », hurla-t-elle à ses hommes. « Brûlez la forêt s'il le faut. » L'ordre fut exécuté. Des torches commencèrent à s'allumer tout autour de la propriété. Le ravin fut encerclé. Adèle, cachée dans les fourrés avec Bastien, voyait les lumières se rapprocher. Elle sentait la chaleur des flammes qui commençaient à dévorer la végétation sèche de la lisière. C'était un piège de feu, le même qu'elle avait affronté dans le bureau, mais à une échelle bien plus vaste. « Va-t'en, Bastien, » dit Adèle. « Ils vont te trouver avec moi. Sauve-toi. »« Non, » répondit le vieux cocher. « J'ai passé ma vie à obéir. Pour une fois, je vais faire ce qui est juste. » Il prit une vieille couverture, l'imbiba d'eau d'un seau de l'écurie et la jeta sur Adèle. « Cours vers la route du sud. Je vais faire diversion avec les chevaux. » Bastien s'élança vers les écuries, ouvrant les portes et frappant les bêtes pour les faire paniquer. Une dizaine de chevaux s'élancèrent dans la cour, renversant les gardes et créant un chaos indescriptible. Dans la confusion, Adèle réussit à franchir le périmètre de feu. Elle courait à travers les champs de canne, les feuilles tranchantes lui lacérant les bras, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle arriva enfin sur la route principale, là où la charrette de foin l'attendait. Elle s'y glissa, s'enfouissant profondément sous les herbes sèches. Quelques minutes plus tard, elle entendit le bruit des sabots du cheval de Madame de Saint-Avit qui passait à toute allure, se dirigeant vers le port. Le voyage fut un supplice. Chaque chaos de la route lui rappelait ses blessures. Sous le foin, l'air était rare et la poussière lui brûlait les poumons. Mais elle tenait bon. Elle sentait les registres contre son flanc, comme une armure. Lorsqu'ils arrivèrent au port de Saint-Pierre, l'activité était déjà frénétique. Les marins chargeaient les barriques de rhum, les marchands criaient leur prix. Adèle sortit de sa cachette, méconnaissable sous la suie et la poussière. Elle se dirigea vers le quai où le navire pour la Grenade était amarré. C'est là qu'elle vit le docteur Lefebvre. Il l'attendait devant la passerelle. Il n'était pas accompagné de garde. Il était seul, tenant sa sacoche de cuir noir. Adèle s'immobilisa. Elle chercha une issue, mais elle était coincée entre les bâtiments du port et la mer. Le médecin s'approcha lentement. « Je ne suis pas ici pour vous arrêter, Adèle, » dit-il d'une voix calme. « Je suis ici pour voir la fin de cette histoire. Donnez-moi le registre de la buanderie. » Adèle recula d'un pas, serrant les papiers contre elle. « Jamais. C'est ma seule chance de retrouver mon fils. »« Vous ne comprenez pas, » reprit Lefebvre. « Madame de Saint-Avit a envoyé ses hommes pour vous tuer dès que vous monterez à bord. Elle a payé le capitaine. Mais si vous me donnez ce registre, je peux prouver que Valmont a agi de manière criminelle. Je peux demander la saisie officielle et le rachat de votre fils par les autorités sanitaires comme témoin clé. C'est la seule façon légale de le sortir de là. » Adèle regarda le médecin dans les yeux. Elle cherchait une trace de mensonge, une lueur de trahison, mais elle ne vit que la froideur de la science et peut-être, tout au fond, une pointe de respect pour ce qu'elle avait accompli. Elle hésita. Si elle donnait le registre, elle perdait son seul levier de pouvoir. Si elle le gardait, elle risquait d'être jetée par-dessus bord avant même d'avoir quitté le port. À cet instant, un cri retentit sur le quai. Les hommes de Madame de Saint-Avit venaient d'apparaître au bout de la rue. Le temps s'était arrêté. Adèle devait prendre la décision la plus importante de sa vie. Le secret de l'eau du ravin, cette arme qui avait détruit Valmont, allait-il maintenant se retourner contre elle, ou allait-il devenir la clé de sa liberté? Le navire siffla, annonçant le départ imminent. Les gardes approchaient, leurs mains sur leurs épées. Adèle tendit le registre au docteur Lefebvre. « Faites ce qu'il faut, » dit-elle. « Mais si vous me trahissez, sachez que je sais aussi où vous habitez et que je sais comment laver votre linge. » Le médecin prit le carnet avec un léger hochement de tête. Il se tourna vers les gardes qui arrivaient et sortit un document officiel de sa poche. « Halte !
Au nom du gouverneur et du service de santé de la colonie, cette femme est sous ma protection. Elle est un témoin essentiel dans une affaire de contamination de masse. » Les gardes s'arrêtèrent, déroutés par l'autorité du médecin et le sceau officiel qu'il brandissait. Madame de Saint-Avit, qui venait d'arriver dans son cabriolet, descendit en hurlant des ordres, mais il était trop tard. La foule du port s'était amassée autour d'eux et le scandale éclatait enfin au grand jour. Mais alors que tout semblait se dénouer, une nouvelle information tomba comme une dernière gifle du destin. Le capitaine du navire, qui observait la scène depuis le pont, s'approcha du bastingage. « Vous cherchez le garçon vendu par Valmont ?» cria-t-il. « Vous perdez votre temps. Il n'est jamais monté sur ce bateau. Valmont a changé d'avis à la dernière minute. Il l'a envoyé dans les mines de sel du Nord, là où personne ne survit plus de 6 mois. » Adèle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le nord de l'île était une terre de mort, un désert de sel où le soleil et le sel brûlaient les yeux et la peau jusqu'à la cécité et la folie. Valmont l'avait encore une fois trompé. Sa vengeance n'était pas terminée. Elle n'avait fait que changer de terrain. Le docteur Lefebvre regarda Adèle. Son visage, d'ordinaire si impassible, se crispa. « Les mines de sel, » murmura-t-il, « c'est un voyage sans retour. » Mais Adèle ne l'écoutait déjà plus. Elle regardait vers le nord, vers les montagnes arides qui se dessinaient à l'horizon. Elle avait le registre, elle avait le soutien du médecin, mais son fils était dans l'enfer du sel, et elle savait que pour le sortir de là, elle devrait utiliser une méthode bien plus radicale que l'eau du ravin. La chute de Valmont n'était que le premier acte. Le véritable affrontement, celui pour la survie de son sang, allait commencer maintenant dans les plaines blanches et brûlantes où le sel dévorait tout, même l'espoir. Le sel a une façon bien à lui de dévorer tout ce qu'il touche, exactement comme l'arrogance de M. de Valmont a fini par dévorer sa propre vie. Adèle n'avait plus rien à perdre, et c'est ce qui la rendait plus dangereuse que n'importe quel poison. Ce que Valmont ignorait, alors qu'il agonisait sous sa tente, c'est que la lavandière ne s'arrêterait pas avant d'avoir vu son fils libre et son bourreau enterré sous le poids de ses propres crimes. La justice n'allait pas venir d'un tribunal lointain, mais de la main d'une femme qui avait appris à transformer l'eau croupie en un verdict sans appel. Alors que le port de Saint-Pierre s'agitait autour du scandale provoqué par le docteur Lefebvre, Adèle n'attendit pas de voir si le médecin tiendrait sa promesse. Elle connaissait trop bien la lenteur des hommes de loi. Elle se tourna vers le nord, vers cette terre de sel et de feu où son fils était condamné. Elle n'avait pour toute arme que sa détermination et le vieux sceau en fer blanc, celui qui portait l'entaille profonde, qu'elle avait récupéré dans le chaos du port. Pendant ce temps, à l'habitation, le dénouement était en marche. Le docteur Lefebvre, muni du registre de la buanderie, ne retourna pas voir Valmont tout de suite. Il alla trouver le procureur de la colonie. Il lui montra les pages noircies par la fumée, mais parfaitement lisibles. Il pointa du doigt la signature de Valmont, cette écriture nerveuse qui ordonnait l'usage de l'eau du ravin des lépreux. « Ce n'est pas un accident », déclara Lefebvre. « C'est une mise en danger délibérée de toute la population de l'île. Si ce linge avait été vendu ou donné, nous aurions une épidémie incontrôlable. » Le procureur comprit l'urgence. La loi était stricte concernant les maladies contagieuses. Un mandat de saisie immédiate fut rédigé. Mais ce n'était pas pour rembourser Madame de Saint-Avit. C'était pour mettre le domaine sous séquestre sanitaire. Valmont n'était plus un propriétaire ruiné. Il était devenu un danger public. À l'habitation, la situation atteignait son point de rupture. Madame de Saint-Avit, furieuse d'avoir été doublée par le médecin, tenta une dernière manœuvre. Elle fit venir ses hommes pour évacuer Valmont de force et l'emmener dans une de ses propriétés isolées. Elle pensait qu'en cachant le corps du délit, elle pourrait encore sauver ses investissements. Mais quand elle entra sous la tente de Valmont, elle recula d'horreur. L'homme n'était plus qu'une masse informe de chair purulente et de pansements sanglants. La lèpre, accélérée par les brûlures de l'incendie, avait défiguré son visage au point de le rendre méconnaissable. Ses doigts n'étaient plus que des moignons et ses yeux, injectés de sang, cherchaient une issue qu'ils ne trouveraient jamais. « Le registre » siffla-t-il dans un râle. « Brûlez tout !»« Il est trop tard, Valmont » répondit Madame de Saint-Avit avec un mépris glacial. « Le médecin a le registre. Vous avez creusé votre propre tombe avec cette eau de lépreux. Et maintenant, vous allez m'entraîner dans votre chute. » C'est à ce moment que les autorités arrivèrent. Non pas avec des soins,
mais avec des chaînes et des masques de protection. Valmont fut soulevé de son lit de douleur, non pas pour être soigné, mais pour être transporté vers le lazaret du Ravin, l'endroit même d'où Adèle puisait l'eau. Le destin a un sens de l'humour très noir. Valmont allait finir ses jours parmi ceux qu'il considérait comme des déchets, buvant la même eau qu'il avait forcé Adèle à utiliser. Mais le véritable combat se déroulait ailleurs. Adèle était arrivée aux mines de sel du Nord. C'était un paysage d'un blanc aveuglant, où la réverbération du soleil brûlait les yeux en quelques heures. Les hommes y travaillaient à moitié nus, la peau rongée par le sel qui s'infiltrait dans la moindre égratignure. Elle chercha son fils parmi les silhouettes courbées qui transportaient des sacs de cristaux lourds comme des pierres. Elle le trouva enfin, près d'un bassin d'évaporation. Il était méconnaissable. Ses yeux étaient déjà voilés par la cécité naissante du sel et son dos était couvert de croûte blanche. Adèle s'approcha, le cœur serré, mais elle ne pleura pas. Elle posa sa main sur son épaule. Le garçon sursauta, prêt à recevoir un coup de fouet. Mais il reconnut l'odeur de sa mère, une odeur de savon et de courage qui ne l'avait jamais quitté. « On s'en va », dit-elle simplement. Le garde de la mine, un homme brutal armé d'un gourdin, s'interposa. « Personne ne part d'ici sans l'ordre du maître de l'habitation Valmont. » Adèle ne recula pas. Elle sortit de sous sa robe un dernier document qu'elle avait gardé secret. La promesse d'affranchissement originale, celle que Valmont pensait avoir détruite, mais qu'Adèle avait cachée dans le double fond de son sceau en fer blanc des années auparavant. Elle tendit le papier, ainsi qu'une lettre signée du docteur Lefebvre et du procureur, attestant de la saisie des biens de Valmont pour crime contre la santé publique. « Valmont n'est plus le maître de rien », déclara Adèle d'une voix qui fit taire les aboiements des chiens de garde. « Il est au lazaret, et ses terres appartiennent à la couronne. Cet enfant est libre par décret de justice. » Le garde, dérouté par l'assurance de cette femme et par les sceaux officiels, baissa son arme. Il savait que le vent tournait. Les nouvelles de la chute de Valmont s'étaient propagées comme une traînée de poudre. Il laissa Adèle emmener son fils. Le retour vers le sud fut une marche lente et douloureuse, mais chaque pas les éloignait de l'enfer. Quand ils repassèrent devant l'habitation Valmont, la demeure n'était plus qu'une ruine silencieuse. Les champs de canne commençaient à retourner à l'état sauvage, et une corde de quarantaine, marquée de drapeaux jaunes, entourait tout le domaine. Adèle s'arrêta une dernière fois devant le ravin. Elle vit, au loin, une silhouette assise sur une pierre près de l'eau croupie. C'était Valmont. Il était seul, enveloppé dans des loques grises, regardant le fond de la mare qu'il avait tant méprisé. Il ne l'aperçut pas, ou peut-être ne pouvait-il plus voir. Adèle prit son seau en fer blanc, celui qui avait servi à transporter le mal, et elle le jeta dans le ravin. Le bruit métallique résonna une dernière fois, puis le seau disparut sous l'eau noire. « C'est votre propre signature, monsieur, qui a puisé cette eau, » murmura-t-elle, même s'il ne pouvait pas l'entendre. La justice était totale. Valmont avait tout perdu, sa fortune, son nom, sa santé et sa dignité. Il allait mourir lentement, dévoré par la maladie qu'il avait lui-même orchestrée par avarice. Madame de Saint-Avit fut ruinée par les dettes de Valmont qu'elle avait rachetées trop vite, son nom associé à jamais à l'un des plus grands scandales sanitaires de la colonie. Adèle et son fils montèrent à bord d'un navire, non pas celui du marchand, mais un bâtiment affrété par le bureau du procureur. Ils partaient pour une autre île, loin des souvenirs de la Martinique, avec assez d'argent provenant de la saisie des biens de Valmont pour commencer une nouvelle vie. Le docteur Lefebvre était sur le quai. Il ne dit rien, mais il inclina la tête avec un profond respect, alors que le navire s'éloignait. Il savait que dans ses registres médicaux, ce cas resterait unique, celui d'une femme qui avait utilisé la science de la douleur pour briser les chaînes de l'esclavage. L'histoire de la lavandière de l'habitation Valmont est devenue une légende murmurée le soir dans les cases. On raconte que même des années plus tard, l'eau du ravin restait trouble, comme si elle gardait en mémoire le visage de l'homme qui avait voulu jouer avec le mal. On dit aussi que le sel des mines du Nord ne parvient jamais à effacer la trace de ceux qui ont osé réclamer leur liberté. Celui qui croit pouvoir piétiner les autres sans se salir finit toujours par être dévoré par sa propre boue. Monsieur de Valmont pensait que l'eau du ravin était assez bonne pour ses esclaves, mais il a oublié que la peau d'un maître est faite de la même chair que celle de ceux qui l'oppriment. La justice ne vient pas toujours du ciel, elle vient souvent de la trace que laisse chaque mauvaise action,
attendant patiemment le moment de se retourner contre son auteur. L'habitation Valmont n'est plus aujourd'hui qu'un amas de pierres recouvertes par la jungle, un rappel silencieux que l'arrogance finit toujours par payer ses dettes. Adèle, elle, n'a plus jamais eu à laver le linge d'un autre. Elle a appris à son fils que la véritable force ne réside pas dans le fouet ou l'argent, mais dans la mémoire et la capacité à attendre le moment où la vérité éclate. Si cette histoire de justice implacable et de courage vous a captivé, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits sur les secrets sombres de l'histoire. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à déterrer ces vérités enfouies.